il voulait se racheter une conduite, puisqu'on disait que les Juifs étaient associés au stalinisme, en désignant les Juifs comme les victimes. Donc en 1968, on pouvait jouer sur l'antisémitisme pour gagner l'opinion. C'est quand même tout cela est terrible, et je me sens le devoir de garder les yeux ouverts et d'être exigeant, non pas pour faire la leçon aux Polonais, mais parce qu'il existe une autre Pologne, celle de Miloš, et je regrette qu'aujourd'hui, d'après ce que je crois constater, sur cette question-là, l'intelligentsia polonaise soit divisée. J'aurais espéré que précisément elle fût unie, au moins dans ce travail de mémoire, quitte ensuite à se diviser sur ce que doit être la place de la nation polonaise dans l'Europe unie. Moi, je n'ai rien contre la polonité, je n'ai rien contre l'idée d'un patriotisme polonais, et je peux concevoir que certains patriotes polonais soient heurtés par le cosmopolitisme à la mode de la nouvelle gauche polonaise, mais les uns et les autres devraient avoir la même base, le même courage de faire face à ce qu'a été, si vous voulez, à ce qu'il y a eu de pire dans l'histoire polonaise de la première moitié du XXe siècle. Parce que l'antisémitisme polonais ne se cantonnait pas aux voyous et aux maîtres chanteurs. Parce qu'il y a eu ce que raconte Miloš. Il y a eu ces Polonais de la classe moyenne, ces Polonais comme les autres, qui disaient au moins les Allemands nous ont rendu un service, même s'ils nous ont fait souffrir, ils nous ont débarrassés des Juifs. Et ça, tous les rescapés de la Shoah, tous les Juifs polonais, où qu'ils aient été en Pologne, l'ont entendu. Moi, je suis l'héritier de ce témoignage. Je ne voudrais pas reprendre à mon compte leur malédiction. C'est pour ça que depuis 1981, je vais en Pologne, mais je ne voudrais pas non plus sacrifier leur témoignage sur l'autel de la polonité. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la France est-elle un modèle? Et pourquoi ne l'est-elle plus? Bien, je crois que c'est pour de bonnes raisons, malheureusement, qu'elle ne l'est plus. Il y a un livre d'un grand philologue, d'un grand érudit allemand de la première moitié du XXe siècle, Ernst Robert Curtius, sur la France, qu'il a écrit en 1925, donc avant la montée des périls, à un moment où il y avait une intense curiosité des nations européennes les unes pour les autres. Il va en France et il s'interroge sur ce qu'est la France, ce qu'elle a de spécifique. Et il s'interroge avec amour. Et il dit, la littérature joue un rôle capital dans la conscience que la France a d'elle-même et de sa civilisation. Il n'y a qu'en France, dit-il, où la nation entière considère la littérature comme l'expression représentative de sa destinée. Mais justement, c'est en France que, justement, on pense la littérature comme une composante de l'identité, mais la France est aussi perçue et vécue comme ça par les autres. Et donc, les intellectuels européens vont en France par admiration pour la littérature française et pour le fait que la littérature définit
la civilisation française. Mais cela a cessé d'être vrai. La France n'est plus ainsi. La France est entrée dans une autre période de son histoire. La littérature n'y joue qu'un rôle marginal. Peu importe de savoir s'il y a ou non encore de grands écrivains en France, nous sommes entrés dans une autre époque. Et à cela, j'ajouterai une dernière considération. La France est de moins en moins capable de revendiquer son identité. La France est confrontée, comme le reste de l'Europe occidentale, à un immense problème qui est le problème de l'immigration. C'est un problème quantitatif. L'immigration est de plus en plus massive et c'est un problème civilisationnel parce que les immigrés d'aujourd'hui, à la différence des immigrés d'hier, ne se sentent pas tenus, pour une certaine partie d'entre eux, de respecter les normes, les règles, les valeurs, les traditions, les idéaux de la société qui les accueille. Mais la France, ou toute une partie de l'élite française, réagit à cette situation de manière étrange en faisant, et c'est pathétique, l'apologie du métissage. C'est par le métissage qu'on va régler la question. Donc, les valeurs, les façons d'être, les styles vont en quelque sorte se mélanger et de ce mélange naîtra une civilisation heureuse. Le métissage comme clé, comme horizon du vivre ensemble. Et de façon plus étrange encore, ce métissage n'est pas seulement pensé comme horizon, il est aussi pensé comme origine. On nous explique que la France a toujours été un pays métissé, que le métissage est inhérent à la France, à l'Europe, à la culture occidentale en général, que la France n'est pas un peuple, mais a toujours été un conglomérat de peuples. Historiquement, cela n'a strictement aucun sens, mais c'est aussi une façon pour la France, en quelque sorte, de se dévaloriser elle-même. Au moment où son identité se défait, sous les coups peut-être des nouvelles technologies, une grande mutation technique, eh bien, l'élite contribue à ce phénomène, l'aggrave et l'accélère encore en dissolvant tout ce qui reste d'identité dans ce concept étrange, omniprésent, mensonger de métissage. Et je comprends que dans un tel contexte, où le mensonge idéologique le dispute à la déculturation, la France soit aujourd'hui beaucoup moins attirante qu'elle a pu l'être autrefois.